bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres. Alors, je sais déjà que parmi mes fans, beaucoup connaissent déjà l'incontournable Elisabeth Horowitz et c'est un grand honneur que de pouvoir accueillir Elisabeth dans la boîte à livres. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour Oriane, bonjour à tous. Bienvenue dans cette série d'interviews. Alors, je sais que votre dernier livre, le 21e, si je n'en oublie aucun, L'action qui libère 200 actes et rituels symboliques paru aux éditions Très Daniel va en inspirer plus d'un parmi mes auditeurs, car la plupart sont des thérapeutes, des coachs ou tout simplement sont passionnés par la connaissance de soi. Alors j'ai cru voir que vous aviez déjà publié en 2014 et en 2015 deux livres sur le même thème. Oui. Je vais les nommer les actes libérateurs psychomagie et actes symboliques aux éditions d'Hervy et les actes symboliques, le geste qui libère aux éditions Jouvence. Alors, qu'apporte ce dernier livre de différent par rapport au précédent? Alors effectivement, bon, ce sont des ouvrages qui remontent déjà à 5-7 ans. Pour celui qui a été édité par Jouvence, c'était un format poche, donc effectivement, beaucoup moins de pages. Voilà. Alors pour l'autre, chez Dervy, c'était les prémices un petit peu. Je voulais poser justement cette théorie des actes symboliques, comment après des consultations en psychogénéalogie, est-ce qu'on pouvait mettre en place des actes simples, immédiats, gratuits, parce que la plupart des personnes me demandaient, mais maintenant je fais quoi? J'ai bien compris que dans ma famille, il se passait ça, mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Dans cette idée d'un acte résolutif, ça revenait tout le temps en fait. Et comme parallèlement, j'étais intéressée par la thérapie brève, la pensée sauvage, la psychomagie, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas justement commencer à investiguer ce domaine en fait des actes à caractère symbolique, donc concret, que tout le monde pourrait mettre en place. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, effectivement, le dernier ouvrage, il y a 200 actes, il y a presque 270 pages. C'est vraiment un travail colossal, enfin, pour ma part, parce que je l'ai fait en chapitrage, c'est-à-dire comment agir avec des vêtements, avec des photographies, avec des objets, avec des lettres. Vous voyez, c'est vraiment un classement à l'intérieur de chaque chapitre avec 10 ou 15 exemples totalement différents les uns des autres, donc par chapitre. Voilà, donc c'est effectivement pour moi un peu l'ouvrage fondateur des actes symboliques, réellement. Voilà. Oui, effectivement, je pense que c'est le seul parce que c'est vrai que beaucoup connaissent Jodorowsky qui avait aussi créé des actes psychomagiques, mais il ne les a jamais recensés. Et franchement, ce livre, pour moi, c'est comme un grimoire plein de recettes et, comme on le voit, 200 pour se libérer de toutes sortes d'envoûtements. Parce que des fois, moi, c'est comme ça que je le vois. On est comme envoûté par nos histoires familiales, par tout ce qui a pu se produire avant nous et qui agit malgré nous sur notre vie, sur nos choix et peut rarement nous soutenir et très souvent nous limiter, nous bloquer. Ah oui, oui, et d'ailleurs, là, je pense à une phrase de Françoise Sagan que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Elle disait, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Waouh! Tellement, tellement génial, parce que c'est absolument ça. La plupart du temps, on ne sait pas à quel point nous sommes influencés. On s'en rend compte au fil de l'analyse ou des constellations, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas le passé, c'est une masse informe dont on va appréhender les contours au fil des années, au fil de l'enquête généalogique, mais finalement, il y a tellement d'événements, il y a tellement de personnes aussi qui composent notre famille, surtout lorsqu'il y a des fratries importantes, que, oui, il y a des secrets, il y a des non-dits, c'est un héritage en fait à caractère psychosomatique aussi. Oui, qui s'inscrit même dans l'ADN, c'est ça qui est impressionnant. Oui. Et en même temps, ce n'est pas une fatalité que ce soit dans l'ADN, puisqu'on peut désactiver. Voilà, ce n'est pas une fatalité, mais comme vous le dites, c'est une sorte effectivement un peu d'envoûtement. Je vois tellement de personnes aux prises avec l'influence de leur famille, de leur plus jeune âge, les maltraitances, les secrets, le manque de maturité aussi des figures parentales.
les abus aussi de toutes sortes, qu'ils Oui. soient abus verbaux, mais bon, sexuels aussi. On sait que énormément de personnes qui ont été abusées sexuellement dans leur famille, donc là, c'est encore plus grave. Donc, on pourrait dire effectivement que la plupart de nos difficultés viennent de l'arbre généalogique. Alors, mais dans ce livre, je ne parle pas de l'aspect généalogique ou très peu. Oui, J'y fais effectivement. allusion une fois par page, mais vraiment succinctement, parce que ce n'est pas un ouvrage de psychogénéalogie, c'est vraiment un ouvrage de solution plutôt. Mhm. Voilà. Ces rituels, bon, je les appelle un peu des recettes. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Ces rituels, c'est le résultat de vos expériences en cabinet. Alors, c'est le résultat de mes expériences en cabinet et c'est le résultat aussi de mes lectures, parce que j'ai lu énormément d'ouvrages sur la thérapie brève. Hein. Vous savez que c'est vraiment la révolution américaine des années 50, passer de la psychanalyse en fait à la thérapie avec un maximum de 10 séances. Donc, leur propos, c'était de trouver des solutions, hein, de trouver des solutions rapides et sans rentrer dans l'interprétation ou le pourquoi d'un symptôme, c'était de proposer donc des actes qui, je vais en citer tout de suite un. Par exemple, pour les problèmes de couple, ben, la thérapie brève avait suggéré l'acte des jours pairs et impairs. Hein, c'est-à-dire, lorsqu'on se dispute, eh ben, on va scinder la semaine en jours pairs et impairs. Les jours pairs, c'est l'épouse qui va avoir tout pouvoir sur la maisonnée, sur le foyer, et les jours pairs, j'ai dit père ou impair, Oui, père. les Père. jours pairs, alors ce sera le mari. Bon, voilà. Donc, c'est des choses toutes simples. Il n'y a plus de lutte pour le pouvoir, on va dissocier. Et cette technique des jours pairs et impairs aussi, on peut l'appliquer à d'autres formes de pathologies. Mais dans les conflits de couple, c'est très intéressant. Voilà quelque chose de tout à fait simple. Hein, voilà. Oui, effectivement, c'est ça aussi la force de ces rituels, c'est qu'ils sont simples. Il ne faut pas trouver de la bave de crapaud Ah non, non, et de non. la poudre de roche du Mont-Oural pour arriver à se libérer d'un Tout à blocage. fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je n'emploie jamais le mot magie dans le livre parce que pour moi, ce n'est pas de la magie, pour moi, c'est de la thérapie brève. Voilà, bon, il y a d'autres sortes que la thérapie brève, mais par exemple, lorsqu'une personne ressent qu'elle a un poids et qu'elle a envie de se défaire de ce poids, eh bien, on va lui demander de porter un poids pendant autant de jours que son âge, par exemple. Hein. Voilà, pour symboliser ben, ce qui lui pèse dans sa vie ou peut-être un traumatisme du passé. Voilà, mais là, ça va être concret. En fait, le postulat de départ, c'est qu'il vaut mieux pas parler d'un problème, il vaut mieux agir, en fait. Oui, mais C'est-à-dire ça, que parler d'un problème ne le résout pas forcément. Voilà. effectivement, et ça peut surprendre beaucoup de personnes, surtout les personnes mentales qui vont en thérapie pour comprendre pourquoi et qui ont oublié de savoir que finalement en thérapie, c'est pour se libérer. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, ceci dit, ça peut être très utile pour les gens qui aiment parler ou qui n'ont pas pu parler dans leur famille Oui. d'origine. Je pense que c'est très, très utile d'aller faire une psychanalyse ou une autre forme de thérapie. Mais ceci dit, on peut parler d'un problème pendant plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années, sans le résoudre forcément. Donc là, c'est plutôt l'idée de cesser de parler d'un problème. Et même dès la première séance, plutôt que de parler d'un problème, on va le dessiner, par exemple. Ah oui. Voilà. Par exemple, je sais pas, quelqu'un vient, dit, voilà, j'ai des problèmes dans mon travail, j'ai un conflit avec ma hiérarchie. Bah, bon, je ne vais pas demander plus d'informations que ça. Je dis, bon, maintenant, vous dessinez la situation. Comment ça se passe? Vous arrêtez d'en parler, vous dessinez, et dans un deuxième temps, vous allez dessiner la solution. Comment? Alors, on va voir comment la personne va placer ses collègues dans l'espace sur la feuille. Vous voyez, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Ça peut être très différent du discours oral, par exemple. Effectivement. Et moi, ça me parle d'ancrage aussi. Il y a comme un désancrage et un ancrage à travers l'encre Voilà. Oui, et à travers le côté cellule et c'est ça. les émotions, parce que les émotions sont vraiment très puissants. Moi, ce qui m'a fasciné dans les rituels, c'est que le nombre, le chiffre a beaucoup de place.
Oui, ça a beaucoup de place parce qu'en fait, on se rend compte que notre inconscient travaille avec les nombres. On en veut pour preuve le syndrome anniversaire, hein, quand par exemple on arrive à l'âge qu'avait un de nos parents ou un de nos grands-parents au moment de son décès ou lors d'une maladie grave. Je prends un exemple. Imaginons, ma mère est décédée à 40 ans et moi, quand j'ai 40 ans, je commence à avoir des problèmes de santé, où je perds ma situation, où je divorce. Donc, j'ai une perte de situation qui peut être d'une intensité équivalente à ce que j'ai ressenti au moment de la mort de ma mère, même si ça ne m'a pas paru tellement grave à l'époque. Donc, on sait que l'inconscient travaille avec le calendrier, une sorte d'horloge généalogique interne, et c'est pour ça que beaucoup d'actes symboliques, en fait, hein, dans la durée, vont s'étendre, en fait, sur autant de jours que notre âge. Si par Mhm. exemple on a 55 ans, ben, ça va être pendant 55 jours, ça peut être pendant aussi 55 heures, Oui. 55 minutes chaque jour. Vous voyez, cette idée d'utiliser notre âge, ça va vraiment renforcer le message vers l'inconscient. Oui, et ça donne du temps aussi au corps, au Oui, cœur de la personne d'intégrer le rituel, parce que si on le fait qu'une fois, ça n'a pas la même intensité que oui. de répéter ce chiffre qui, lui, devient un peu magique puisqu'il va déclencher quelque chose. C'est ça, le chiffre est fondamental dans, alors peut-être pas dans tous les actes, mais dans Oui. certains, effectivement, oui. Alors il y a effectivement un jour pair et impair, mais il y a surtout le nombre de jours qui est équivalent à soit un écart d'âge, soit l'âge qu'on avait au moment d'un trauma, soit l'âge qu'avait un de nos parents au moment de son décès. Voilà, il faut que Mhm. le rituel, en fait, dans la durée, corresponde à quelque chose de bien précis. Donc, c'est un peu du sur-mesure finalement. Oui. Alors, je me posais la question, comment adapter tous ces rituels à soi-même? Oui, Qu'est-ce que vous nous alors, suggérez? oui, alors ça dépend en fait des problématiques que l'on a. Mais disons qu'il y a des actes génériques quand même, hein. Oui. Alors, dans les actes génériques, il y a dessiner une situation. Et un autre acte générique qui est très important, c'est de d'écrire une lettre. J'y pensais justement, j'allais venir à ça parce qu'il y a toute une catégorie qui est consacrée aux lettres. Alors, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en constatation qui ont été maltraitées d'une façon ou d'une autre. Donc là, on va écrire aux parents que le parent était maltraitant, abusif. Bon, il y a X situations, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être un frère, une sœur, un Mm. des grands-parents. Bon, voilà, on parle beaucoup d'abus en ce moment, mais c'est vrai que tout se dévoile, par exemple au niveau sportif, intrafamilial et autres. Alors, on va écrire une lettre à la personne qui nous a abusé verbalement ou sexuellement, ou des fois les deux, ou qui nous a maltraités. Et en 5 points, hein, on va lui écrire une lettre ouverte. Alors, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que j'ai ressenti, voilà quelles ont été les conséquences dans ma vie, voilà les conséquences actuelles et voilà la réparation que tu me dois. Mhm. Ça peut être des excuses, de l'argent ou les deux. Alors, cette lettre, on ne l'envoie pas forcément parce que quelquefois, ça peut être dangereux Oui. d'envoyer une lettre à quelqu'un qui est déjà maltraitant. Mais on s'est rendu compte que le simple fait de l'écrire même plusieurs fois, et là, il y a plusieurs techniques. On peut aussi, si on l'écrit plusieurs fois, on peut l'écrire de la fin vers le début. Ah oui, ça c'est intéressant ça. On peut l'écrire avec une encre d'une autre couleur. On peut écrire sur papier calque qui va éclaircir la représentation qu'on a de la situation. Voyez, on peut écrire de l'autre main. Donc, en fait, ces techniques d'écriture sont des techniques très efficaces. Alors, bon, dans certains cas, on peut envoyer la lettre. On peut aussi créer une adresse pour l'occasion, hein, c'est-à-dire envoyer l'adresse dans un autre pays, une autre ville, avec l'anagramme du nom de la personne concernée. Et une autre chose, c'est qu'on peut aussi écrire à son symptôme. Quand on a une addiction, par exemple au tabac, à l'alcool, on va écrire, bon ça c'est la thérapie narrative, qui part du principe qu'on va s'adresser, qu'on n'est pas malade en fait, mais qu'on a un symptôme qui est venu se greffer à soi à un moment donné en fonction des circonstances. Et on va s'adresser aux symptômes comme à une entité autonome qui a pris possession de nous. On parlait d'envoûtement tout à l'heure. Oui. C'est exactement ça.
c'est en fait quelque chose, une entité qui est venue et on va lui donner un prénom et on va s'adresser à elle à travers des lettres. Alors, chère bouteille d'alcool, chère cigarette, tu m'as tenu compagnie, tu m'as évité de sombrer dans la dépression, etc. Je te remercie pour les services rendus. Toujours une partie de remerciement parce que l'addiction nous aide aussi. Ah oui, c'est une stratégie de survie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et dans un deuxième temps, il est temps de nous séparer, etc. Donc, je donne plein d'exemples dans le livre Oui. de lettres pour s'adresser aux symptômes. Hein, voilà. Donc, encore une fois, c'est immédiat. Vous avez une feuille de papier, vous avez un stylo, tout le monde a ça chez soi. Et on va pouvoir écrire et je vous assure que ça produit énormément de changements. Ah oui, oui, oui. Ben, j'en suis convaincue parce que j'ai déjà fait ce genre d'exercice et j'ai vu la puissance. Ce que je trouve génial dans ce livre, c'est que je dirais que c'est un livre à avoir dans toutes les maisons et aller le chercher chaque fois qu'on a une problématique. On va le chercher, on regarde parce que c'est bien trié. Et aussi, ce qui est génial, c'est que chaque acte prend une page. Voilà, c'est ça. C'est très, très court. La Oui, description, voilà, c'est pour les auditeurs. Voilà, une page. Donc, voilà. vous suivez la recommandation, vous l'adaptez à vous-même et puis vous êtes libéré. C'est aussi simple que ça. Oui. Et puis même, on peut en créer soi-même parce que si on le lit peut-être même plusieurs fois, on peut se Mhm. dire, bon, mais voilà, notre cerveau va faire des liens et peut-être inventer soi-même aussi pour soi-même, se dire, bon, ben, voilà, je peux prendre tel acte là, où il y a des actes qui peuvent venir dans notre sommeil aussi. Oui, Je ou pourrais les faire ça. croiser. Oui, C'est un peu, c'est pour ça que je pensais aussi aux recettes, parce que bon, moi j'adore cuisiner, donc je prends un livre de recettes et puis oh, je n'ai pas cet ingrédient, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Et c'est un petit peu comme ça, je pars de la base et je crée parfois une nouvelle recette et c'est la même chose avec ce livre. On peut faire c'est ça. vraiment le même processus, c'est s'inspirer et créer avec ce que l'on est, notre histoire, notre cas, entre guillemets. Et oui, oui, parce que nous sommes tous différents et on en veut pour preuve quand on pense à notre famille et celle de nos amis proches, on se rend compte combien nos histoires et les trajectoires sont différentes. Hein, Mhm. même des amis intimes, ben, leurs familles sont extrêmement différentes de la nôtre, ne serait-ce par les écarts d'âge, les trajectoires socio-professionnelles, sentimentales, etc. Donc, bien évidemment que voilà, nous sommes uniques. J'ai été touchée par les dosettes de sucre où on met papa ou maman et à chaque fois. Oui, 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 ça c'est pour des personnes jeunes, des adolescents ou des personnes qui ont perdu les pauvres, leur père ou leur mère. Et alors, bon, je parle d'un cas d'un jeune homme qui son père est décédé et comme il lui manque, ben, je lui dis, comme il buvait du café, bon, ben, je lui dis, écoute, avant de verser ta petite dosette de sucre, tu marques le mot papa. Après, tu verses le sucre dans le café, tu le bois et quelque part, ça va te permettre d'absorber un peu de l'archétype masculin. Bon, c'est tout à fait symbolique là encore. Hein, ça ne, voilà, vous voyez, une Mhm. chose tout à fait simple, mais au fil du temps, on va sentir cette absorption Hmm. peut-être de la figure paternelle quelque part. Et donc obtenir un apaisement et une Oui, acceptation du destin de chacun. Et donc être orphelin jeune, c'est un destin qui est lourd, mais c'est un oui, destin. Et on peut justement le dépasser et en retirer un trésor finalement, hein, une oui, force. c'est ça. Voilà. Alors, dans toute votre expérience, quel est le rituel qui vous a le plus surpris? Alors ben là, j'ai eu il y a pas longtemps un courrier d'une dame qui, parce que je conseille beaucoup d'actes, bien sûr, et Mhm. beaucoup de personnes qui m'écrivent, mais je m'en souviens pas forcément. Et alors, c'est une dame qui m'écrit parce que son père est décédé quand elle avait 3 ans. Donc, évidemment, bon, elle était toute seule avec sa maman pendant longtemps. Et en fait, comme conséquence de l'absence du père, eh ben, elle n'a pas de vie sentimentale, pas de fiancé, pas de conjoint. Et donc, elle me demande un acte symbolique. Alors, je lui demande ce que faisait son père comme métier. Et elle me dit, ben, il était peintre en bâtiment. Alors, je lui dis, bon, alors vous allez aller acheter un livre sur la peinture en bâtiment, le livre le plus épais, le plus technique sur la question, et vous allez en lire 10 pages chaque soir avant de dormir.
Bon, vous voyez, bon, là, mais c'est très important, justement, cette question du métier des parents, parce que lorsque les parents sont inaccessibles, sont décédés ou lorsqu'on ne les voit plus, eh bien, leur métier, c'est une façon de se reconnecter à eux. Alors, elle le fait, et une nuit, elle rêve pour la première fois de sa vie que son père la prend dans ses bras et lui dit « Je t'aime ». Oh, Déjà, c'est touchant, c'est ça. quand même assez, voilà, assez incroyable, comme quoi, hein, des actes qui paraissent totalement anodins, mais qu'on ne fait pas d'habitude, mais qu'on va faire pour la première fois. Mhm. Et alors, non seulement ça, mais peu de temps après, bah, elle a rencontré quelqu'un, elle est partie acheter quelque chose dans un magasin de musique, et puis le vendeur qui était là, bah, lui a proposé de sortir, voilà, invité à sortir, boire un café, l'a trouvé en suivant peut-être pas un conjoint, mais tout au moins un partenaire, quoi, voilà, un petit Oui, ami. Tellement incroyable, vous voyez cette lettre qu'elle m'a écrite en me remerciant, parce que bon, l'acte est tout simple finalement. oui. Ça m'a permis aussi, là justement, sur ce genre d'acte, lorsque les parents sont décédés, je veux juste ajouter quelque chose, lorsque les parents sont décédés et qu'on lit un ouvrage sur leur métier, ne jamais lire le dernier chapitre. Parce Ah que quelque oui. part, ce serait réactiver la... Il y aurait une fin. Ben Vous voyez, oui. métaphoriquement, ce serait qu'il y aura encore une fin avec eux. Alors, il ne faut pas lire le dernier chapitre. Et d'ailleurs, j'ai aussi vu dans le livre que vous recommandez de lire des ouvrages euh, très, très complets sur des métiers que l'on aurait voulu réaliser, vivre. C'est quelque chose que vous recommandez assez souvent aussi, hein. Enfin, assez souvent. Ça fait partie Oui, oui, des oui. outils. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au niveau professionnel, ne font pas ce qu'elles auraient voulu faire. Mhm. Et c'est difficile d'y accéder du jour au lendemain. Mais aller à des ateliers, voilà, peut-être se former, ne serait-ce que lire des ouvrages. Je Mhm. pense, oui, que ça crée des opportunités. Il y a une réponse de l'univers, je Oui, pense. quelque part, ça rejoint un peu la loi de Oui, l'attraction. C'est je pense, oui. Oui. vivons déjà d'une certaine façon ce que nous avons envie de vivre et commençons à le vivre dès maintenant comme si c'était réalisé. Ouais. Absolument. Et j'en veux pour exemple, parce que moi, bon, en dehors de la thérapie, j'adore la peinture. Et l'autre jour, je m'en vais dans un magasin et je vais chercher un catalogue, bon, de matériel de beaux-arts, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et à la sortie, je vois une famille et une petite fille qui avait quoi, un bout de chou, 3 4 ans, qui était à côté de sa famille et qui me regarde avec un sourire angélique et qui me dit bonjour, enfin le truc totalement improbable, à 3 4 ans, vraiment, mais un Waouh. visage d'ange tellement. Vous voyez la synchronicité quand on fait, ou quand on, ne serait-ce que des objets qui correspondent à notre vocation, on a une réponse Oui, positive, un sourire, quelque chose d'inhabituel. comme une confirmation ou même, Oui, je dirais, une bénédiction. c'est ça. Parce Je qu'un pense que sourire l'univers d'ange. répond, oui, quand c'est authentique, quand c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, même des fois depuis longtemps. Je crois que oui, il y a une réponse. Bah, c'est génial. Alors, tout doucement, nous arrivons à la fin de cette interview. J'espère que les auditeurs et auditrices de cet épisode, de cette interview, vont se précipiter dans n'importe quelle librairie, hein, puisque c'est aux éditions Très Daniel. Donc, c'est très, très facile de le trouver et vont se précipiter pour l'acheter et l'avoir toujours sous la main parce que ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Alors, j'aime bien demander, avant de conclure, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez dire à tous les auditeurs et auditrices là avant de se dire au revoir? Eh bien, que bah, ça a été un grand plaisir, voilà, d'avoir cette conversation. J'espère que ce sera une source d'inspiration et qu'encore une fois, donc, bah, ce que je propose dans l'ouvrage, ce sont des actes, et j'y tiens, simples, accessibles, avec très peu de matériel. Ça peut être des photographies, de la couleur, des vêtements. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout ça. Hmm. Et voilà, et j'espère surtout être utile. C'est ma mission principale.
Génial, un tout grand merci Elisabeth d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire découvrir ce grimoire, j'ose le dire, bien magique. J'ai entendu que ça n'était pas le mot, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a de la magie dans ça, Oui. dans ces actes, et d'avoir pu faire découvrir ce grimoire à ma communauté. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et à activer la cloche pour ne rater aucune des interviews. Et puis surtout, surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Pas pour moi, pas pour Elisabeth, hein, qui est déjà bien fort connue, mais pour vos amis qui recherchent des solutions afin de bien vivre leur vie. Voilà, nous vous disons au revoir, merci, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.